Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons revoir les bases de la dérivation et étudier l'exemple de quelques fonctions et en particulier la définition et la dérivabilité des fonctions sinus et cosinus. Alors, commençons par euh, regarder un instant la dérivation vis-à-vis de la trajectoire d'un point matériel. Imaginez une balle de tennis qu'on lance avec une certaine vitesse initiale et une direction. Euh, Imaginons-la soumise à la gravité et seulement celle-ci, pas de frottement. Elle va alors euh, suivre une trajectoire parabolique, cette balle ou ce projectile, tel que voilà, quelque chose comme ça. Alors, si on présente tous les points qui à un moment ou à un autre seront atteints par la balle, voici la parabole qui se dessine et à un moment donné t, la position de ma balle. Bien. Un petit peu plus tard, ou beaucoup plus tard, je ne sais pas ce que vaut h, elle se situerait ici. Et si je trace la corde qui relie les positions au temps t et t plus h, j'aurai une petite idée de la direction moyenne qui a été celle de mon déplacement entre t et t plus h. Et si je divise, si je normalise en quelque sorte le vecteur qui relie ces deux points en divisant donc par le temps h, je pourrais avoir l'impression que pour aller de ce point à celui-ci, je me suis déplacé dans cette direction selon à la vitesse constante donnée par ce vecteur coloré en orange. Bon. Évidemment, ça donne une idée que très très imprécise de la trajectoire réelle entre ces deux points. Mais on devine que cette direction imprécise va s'améliorer si on réduit un petit peu l'intervalle et que je prends un h un petit peu plus petit qui va me permettre de mieux évaluer la direction et la vitesse de mon trajet entre t et t plus h, ou tout simplement peut-être issu de t. Ça reste encore manifestement très imprécis, mais les choses vont être de plus en plus précises au fur et à mesure que je vais prendre h petit. À tel point d'ailleurs, et c'est ça l'idée de la dérivation, que si on observe une limite de ce vecteur colorié en orange lorsque je fais tendre h vers 0, je dirais que ma fonction, qui a t associé m de t, est dérivable en t, et la dérivée, ici le vecteur dérivé, c'est aussi ce que j'appellerais le vecteur vitesse pour mon point matériel. Une notation très ordinaire est d'exprimer ce vecteur dérivé par dm sur dt de t, qui me donne une petite idée de, au point t, dans quelle direction est-ce que je suis en train de me déplacer, avec quelle vitesse. Alors, la définition n'est rien d'autre que celle-ci. Si je prends ce qu'on appelle un arc paramétré, donc a priori à un réel petit t, j'associe la position d'un point dans le plan m de t, je dirais que grand M est dérivable en t si l'expression, le quotient qui est ici, m de t plus h moins m de t, que divise h, alors on l'interprète comme une expression vectorielle a priori. Ce m de t plus h moins m de t, c'est le vecteur qui relie justement le point m de t au point m de t plus h. Vous savez que le vecteur AB, quand vous calculez ses coordonnées, vous prenez les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Eh bien, rien n'interdit d'écrire que le vecteur AB, ce n'est rien d'autre que B moins A. Alors, ça c'est pour un arc paramétré. Pour une fonction d'une variable réelle à valeur réelle, bon, c'est exactement la même chose. Autrement dit, d'une fonction f définie sur un intervalle de r à valeur réelle, on dit qu'elle est dérivable en t si l'expression f de t plus h moins f de t sur h admet une limite finie quand h tend vers 0. Si tel est le cas, cette limite, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en t, et on note traditionnellement f' de t. Bon, ce nombre dérivé. Alors, si on mélange les deux, les arcs paramétrés et les fonctions, ben en fait c'est très facile.
parce que si on prend un arc paramétré dans le plan, ça marche dans l'espace en dimension 3 aussi, mais arrêtons-nous au plan, alors pour un t donné, le point M de t est défini par son couple de coordonnées, x de t, y de t, et on remarque alors, grand M va être dérivable en t si et seulement si les deux fonctions d'une variable réelle à la valeur réelle x et y le sont. Et si tel est le cas, le nombre dérivé de grand M en t n'est rien d'autre que le couple, enfin il est représenté par le couple des fonctions, des nombres dérivés, pardon, x' de t, y' de t, des fonctions x et y en t. La démonstration est assez immédiate, c'est-à-dire que si on calcule le rapport m de t plus h moins m de t sur h, on se rend vite compte qu'on a exactement ce couple formé des rapports correspondants de x de t plus h moins x de t sur h pour la première coordonnée, et puis la même chose en y pour la seconde. Et évidemment, la convergence de ce couple exprime, vous vous en doutez bien, je peux en faire la preuve, la convergence de chacune des deux composantes, autrement dit la dérivabilité des deux fonctions x et y. Alors, un exemple à la main de fonctions dérivables. Alors, l'exemple parmi les plus simples qui soit, la fonction carré. La fonction carré, quand on calcule ce rapport de f de t plus h moins f de t sur h, alors on développe t plus h carré moins t carré sur h, ce qui nous donne les t carrés se simplifiant, 2ht plus h carré sur h, et on simplifie par h, et il reste 2t plus h. Et la limite ne fait aucun doute, quand h tend vers 0, ça tend vers 2t. Autrement dit, la fonction dérivée est dérivable en t de nombre dérivé en t qui vaut 2t. Bien entendu, cette fonction carré étant dérivable partout, on parle de la fonction dérivée qui à tout t associe le nombre dérivé correspondant en t de t, bien sûr. Alors, attaquons le cas des fonctions sinus et cosinus. Alors, on rappelle la définition du radian. Au fond, un radian, ou la mesure angulaire d'un arc en radian, c'est un rapport de longueur entre l'arc correspondant et le rayon du cercle sur lequel est présenté cet arc. En particulier, évidemment, sur le cercle trigonométrique dont le rayon vaut 1, on ne peut pas faire la différence entre la longueur d'un arc et la mesure de cet arc en radian. Du coup, puisque il faudrait diviser par 1, ce qui évidemment ne change pas grand-chose. Alors du coup, on rappelle la définition de ces cos θ, sinus θ pour un réel θ. L'idée est de présenter sur le cercle trigonométrique, étant donné un réel θ, l'arc issu du point de coordonnée 1, 0, en tournant dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre, le point extrémité a pour coordonnées cos θ et sin θ. Bien. Donc ici, pour un θ qui vaut à peu près pi sur 3, ou quand je dis à peu près, ça a l'air d'être exactement cela, cos θ est donc l'abscisse du point correspondant, donc on dessine cet arc de longueur à peu près pi sur 3, ici, issu du point de coordonnée 1, 0, en tournant dans le sens trigonométrique, donc dans ce sens-là. Et l'extrémité du point a ses coordonnées cos θ, sin θ. Bien. Alors, imaginez donc un arc paramétré défini par justement θ associe m de θ sur le cercle trigonométrique avec θ cet angle, cette mesure angulaire donc, d'un arc issu du point de coordonnée 1, 0 jusqu'au point qui est ici, de manière à ce que la longueur de l'arc soit de θ ou que l'angle correspondant évidemment soit de θ aussi. On observe assez vite que l'arc paramétré qu'on définit ainsi, il est dérivable. Il est dérivable parce que on devine évidemment que si je prends un θ plus dθ et que je fais tendre dθ vers 0, qu'est-ce que je vais voir apparaître comme dérivée? Eh bien, je vois que je me déplace à vitesse constante qui vaut 1, puisqu'entre θ et θ plus dθ, j'aurais parcouru exactement une distance de dθ. Et au moment θ, je vois que je me déplace dans cette direction qui est tangente à mon cercle trigonométrique en ce point. Et évidemment,
avec pour sens ici d'aller vers le en haut à gauche. Hein. Autrement dit, voici mon vecteur dérivé qui a pour norme 1, longueur 1, la même longueur que celui-ci, mais évidemment avec un angle de pi sur 2 de plus. Autrement dit, ce vecteur dérivé, je le reproduis ici. Si je place son origine en l'origine du repère, je vois que son extrémité, c'est évidemment un point du cercle trigonométrique lui aussi, et que le point que j'ai ici, il est référencé par, finalement, par l'angle θ plus pi sur 2, et du coup, qu'est-ce que ça m'apprend tout ceci? Ça m'apprend que donc cet arc paramétré qui a θ associé m de θ, qui je vous le rappelle est formé en termes de coordonnées du couple cos θ sin θ, puisque c'est dérivable, ça va me donner la dérivabilité des fonctions cos et sin, et la dérivée de cosinus va être donnée par la première coordonnée de ce vecteur, la dérivée de sinus par la deuxième coordonnée de ce vecteur. Autrement dit, quand je dérive θ associe cos θ, j'obtiens cos de θ plus pi sur 2, et quand je dérive θ associe sinus θ, j'obtiens sinus de θ plus pi sur 2. Alors, des considérations géométriques pas bien compliquées permettent de deviner que le cosinus, commençons peut-être par le sinus. Le sinus de θ plus pi sur 2, c'est l'ordonnée du point qui est ici. Et on voit que l'ordonnée de ce point-là, il suffit de tourner sa tête à 90 degrés, c'est exactement la même que l'abscisse de ce point-là. Autrement dit, sinus de θ plus pi sur 2, ça va être cosinus de θ. Tandis que l'abscisse de ce point, on reconnaît que cette distance-là, par symétrie, est la même que la distance entre ce point et l'axe des abscisses ici. En revanche, évidemment, l'abscisse de ce point est négative, ce qui va donc donner que cosinus de θ plus pi sur 2 vaut plutôt moins sinus de θ. Et donc, on l'a dit précédemment, sinus prime de θ égale cos de θ. Donc voici redéfini rapidement les fonctions sinus et cosinus et leur dérivabilité, qui d'ailleurs laisse entendre qu'on va pouvoir continuer. Hein. Si en dérivant une fois le cosinus, j'obtiens le moins sinus, et que sinus est elle-même une fonction dérivable de dériver cosinus, je peux dériver 2 fois cosinus, 3 fois, 4 fois, et à l'infini, bien sûr. Alors, il est judicieux, évidemment, de connaître les graphes respectifs des fonctions cosinus et sinus, qui sont des fonctions, on le devinait bien sûr ici, périodiques. Vous voyez qu'en faisant un tour complet, c'est-à-dire au bout de 2 pi radians, on revient en même position pour cosinus et sinus. N'oubliez pas le bon point de départ, pour cosinus en 0, 1, pour sinus en 0, 0. Il est judicieux de retenir également la position relative du graphe de la première bisectrice et du graphe de la fonction sinus. Vous noterez que, on reverra avec des calculs dans une vidéo à venir, le graphe de la fonction sinus traverse la première bisectrice qui n'est autre que la tangente au point d'abscisse 0, et elle est sous donc cette première bisectrice à droite de 0 et au-dessus à gauche. Bon, dernier petit point, je vous rappelle quelques valeurs remarquables. Bien sûr, cosinus de 0 égale 1, sinus de 0 égale 0, mais également en pi sur 6, racine de 3 sur 2 pour le cosinus, 1 demi pour le sinus, en pi sur 4, 1 sur racine de 2 pour les deux, on est sur la première bisectrice. En pi sur 3, on échange ce qu'on avait en pi sur 6, jusqu'à pi sur 2 bien sûr. Et je vous dis à une prochaine vidéo.